Congo Avenir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h sur la RTNC. Ravi d'être avec vous ce soir. Tout de suite, les titres. Vrai faux kidnapping. Un groupe d'apprentis criminels a pris en otage la fille d'un officier de la police nationale avec la complicité curieusement de la fille elle-même, supposée victime, se mettant en scène ligotée à l'image d'une série policière. S'en est suivi tout naturellement une demande de rançon plutôt en termes de milliers de dollars. Le réseau a été démantelé par la police nationale congolaise. Des images tristes d'un kidnapping monté de toutes pièces. À suivre dans un instant dans ce journal. Un nouveau challenge, une nouvelle confiance renouvelée. Jean-Pierre Liaou à la tête du méga ministère de la fonction publique annonce le couleur. L'enjeu, selon lui, c'est la transformation systémique de l'administration publique. Sa reconduction a été saluée par les agents publics de l'État. On en parle dans le développement de ce journal. Bienvenue à tous. Une infrastructure sanitaire de plus pour la République répondant aux normes vient de sortir des terres. Les centres hospitaliers Bonne Espérance a été inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À quoi ressemblent ces grands centres hospitaliers? Giscard Koussema de la presse présidentielle nous en dit un peu plus. Offrir des soins de santé de qualité à ses compatriotes et particulièrement aux cadres et agents des services de l'État et leurs dépendants, c'est ce qui justifie la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ces lieux pour inaugurer les centres hospitaliers Bonne Espérance fraîchement sortis des terres. Avec un plateau médico-technique de niveau secondaire, les centres hospitaliers Bonne Espérance est une réponse concrète à l'épineuse question de prise en charge médicale spécialisée. Entourés des chefs d'institution, dont la première ministre et les présidents de l'Assemblée nationale, les chefs de l'État visitaient tous les compartiments qui abritent différents services. De la médecine interne à la médecine physique, sans compter la pédiatrie, la gynécologie, la biologie médicale, l'imagerie ou encore les soins intensifs, les centres hospitaliers Bonne Espérance disposent des moyens humains et matériels adéquats pour une prise en charge médicale complète. Dans son allocution des circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a fait savoir que le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans les cadres des grandes réalisations du président Félix Tshisekedi dans les domaines de santé. L'inauguration aujourd'hui du centre hospitalier de Bonne Espérance n'est pas seulement l'ouverture d'un établissement de santé. C'est un acte fort, une réponse concrète à un besoin vital et témoigne de l'engagement du gouvernement à rapprocher les soins de qualité de chaque Congolais et de chaque Congolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez, dès le début de votre mandat, inscrit la santé au cœur de vos priorités nationales en affirmant que chaque province, chaque partie de notre pays devait disposer d'infrastructures hospitalières modernes, accessibles et équipés pour répondre aux besoins de la population. Le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans cette dynamique. Situé au cœur de notre communauté, il se veut un lieu de soins, mais aussi un symbole d'espoir et de dignité retrouvée. Ce centre hospitalier est également le fruit de l'engagement renforcé de l'État, avec pour objectif de garantir à chaque Congolais et à chaque Congolaise le droit fondamental à la santé. Avec l'hôpital de la Renaissance, ex-Mamayemo, l'hôpital militaire du camp Tchachi et les centres hospitaliers Bonne Espérance, pour ne citer que ceux-là, il y a de bonnes raisons d'espérer en une amélioration significative des soins de santé de qualité dans la ville de Kinshasa. La commission spéciale instituée a présenté son rapport au sein de l'Union sacrée et la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni de nouveau les présidiums de cette méga plateforme. Guilain Kabalundi. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied
lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium, sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la Nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement souminois 2, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la Nation est derrière et il soutient le gouvernement souminois 2 qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union sacrée. Les forums du génie scientifique congolais, une vitrine pour mettre en lumière les talents dans la recherche et l'innovation. Et ces forums initiés par le ministère de la Recherche scientifique et en sa 3e édition, c'est la première ministre Judith Souminois qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Blandine Zovo et Précieux Mangozoï. Après 2 précédentes éditions, celles de 2023 et 2024 qui ont connu un franc succès, la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais se tient dans l'optique d'encourager les chercheurs congolais à présenter leurs travaux et à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. À travers cette 3e édition qui se tient sous le haut patronage du chef de l'État, le ministère de la Recherche scientifique, principal organisateur, revient sur l'apport du génie scientifique congolais dans le développement de la nation. La RDC entend faire de la propriété intellectuelle un véritable levier pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. Les hommages les plus différents, président de la République. Non par formalité purement protocolaire individuelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillé sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans le diaspora. Depuis 2 ans, le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sortis des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. La première ministre, chef du gouvernement, représentante au personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a transmis à l'assistance la satisfaction du garant de la nation et son soutien indéfectible à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Le génie scientifique congolais ne se limite pas au laboratoire. Elle transforme également notre gouvernance. C'est sous cet angle qu'il convient d'apprécier le portail numérique
du ministère du portefeuille en cours de déploiement. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère du portefeuille et le génie scientifique congolais. C'est dans cet esprit que j'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs, afin qu'ils trouvent rapidement leur place dans la chaîne de création de valeur nationale. Dans son allocution lue par la Première ministre, le président de la République a salué les efforts déployés par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour la mise en place d'un portail numérique dédié à l'enregistrement et à la protection des œuvres scientifiques. Cet outil innovant permet d'identifier, d'archiver et de breveter les découvertes des chercheurs congolais, qu'ils soient affiliés à des institutions publiques ou indépendants. Une visite guidée de la chef du gouvernement dans les différents stands et une photo de famille ont clôturé cette journée d'ouverture du 3e forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple. J'en parlais dans le titre. Ils ont simulé un kidnapping. 2 jeunes filles et un garçon en complicité avec la présumée victime, fille d'un officier de police. Le but était de soutirer un peu d'argent auprès du père de la fille kidnappée qui s'est prêté à ces jeux qui a visiblement mal tourné. Les récits de cette affaire rocambolesque avec Robert Ndaye. C'est une opération de grande envergure supervisée par le général Israël Kantou. L'opération Ndobo 2 porte ses fruits qui a permis à démanteler des réseaux criminels impliqués dans des actes de braquage et kidnapping dans la ville de Kinshasa. Les forces de l'ordre de la police nationale congolaise ont réussi à neutraliser un groupe de kidnappeurs armés. Parmi les criminels présentés, 2 jeunes filles et un garçon qui ont simulé les kidnappings de la nommée Ketia, fille d'un lieutenant de la police à qui ils ont envoyé des images ligotées et torturées en exigeant une importante somme d'argent. Ces suspects ont été présentés au commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, le général Israël Kantou, qui a salué l'efficacité des opérations menées par ces hommes. Le numéro 1 de la police civile de Kinshasa insiste sur l'importance de continuer à traquer ces criminels pour la sécurisation de la population. La police, oh yobino bopesi confiance lelo. La police que vous avez donné confiance, vous venez de voir les fruits. Nous venons de mettre la main sur une bande de criminels, de jeunes gens qui se sont livrés à un exercice banal en simulant des kidnappings d'une jeune fille pour escroquer son père, un pauvre fonctionnaire policier, pour lui escroquer de l'argent. Le général de la police ville de Kinshasa, Israël Kantou, appelle la population à coopérer avec la police pour mettre hors d'état de nuire tous ces criminels. Et puisque nous parlons des hommes en uniforme, les collectifs des associations, des dépendants de militaires et des policiers saluent la nette amélioration des conditions des hommes en uniforme. Patricia Oungu pour les détails. L'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers reste une priorité du gouvernement congolais. Face à la presse, Christelle Kakouba, engagée dans le suivi des familles des hommes en uniforme, a dressé un état des lieux comparatif de leur vie avant et après l'intervention du chef de l'État. Nous, bénéficiaires indirects de toutes les avancées positives concernant les conditions sociales de familles de militaires et de policiers, nous allons cette fois-ci nous lever pour dire au monde que nous ne sommes plus au point A, que nous ne sommes plus au point B. Nous avons réalisé des avancées sans précédent en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie. Nous allons nous lever le 14 août 2025. Nous allons dire merci à la Première ministre, Maman Double, en doublant pour la première fois la solde de militaires et de policiers le 29 août auprès du commandant suprême pour lui dire merci pour toutes les réalisations. Elle salue notamment l'augmentation du solde, une mesure qui redonne espoir à ces familles souvent confrontées à de nombreuses difficultés.
À travers son intervention, elle a également appelé à la poursuite des efforts pour garantir un mieux-être durable aux forces de défense et de sécurité, véritables piliers de la stabilité nationale. Des mines à l'agriculture, le pas est parfois vite franchi. Kamoto Coppers Company a sollicité l'appui du ministère de l'Agriculture pour se lancer dans des projets agricoles. Marie Kalong. En quête de diversification économique, Kamoto Copper Company, KCC, l'un des poids lourds du secteur minier congolais, ambitionne désormais de s'investir dans l'agriculture. L'entreprise a sollicité hier, le jeudi dernier à Kinshasa, l'appui du ministère de l'Agriculture pour accompagner le lancement d'un programme agricole structurant dans la province du Lualaba. Le directeur général adjoint de KCC, John Mwamba, a été reçu par le ministre d'État sortant de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutom. C'était pour un échange approfondi sur le mécanisme de soutien à mettre en place. Je suis venu puisque nous avons un grand souci, surtout dans le territoire. Moi, je viens de là-bas. Nous avons un problème de l'agriculture. On veut maintenant essayer d'améliorer la vie de notre communauté par commencer à produire des aliments pour nos peuples. La plus grande partie de nos problèmes, c'est que presque tout vient de la Zambie et de la Tanzanie. Alors nous sommes venus voir le ministre d'État pour essayer de nous assister. Comme ça, on va prendre un programme. Comme ça, on va améliorer notre territoire pour commencer à développer nos nourritures nous-mêmes, au lieu de commencer chaque fois à importer. L'objectif de ce partenariat public-privé vise à réduire la dépendance alimentaire dans la région, créer des emplois locaux et améliorer durablement les conditions de vie des communautés riveraines dans les sites miniers. Le ministre d'État sortant de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a rassuré KCC de son soutien dans la mise en œuvre de ce projet, saluant une initiative alignée avec la vision gouvernementale de développement agricole intégré. Cette démarche marque un tournant stratégique pour KCC qui entend aller au-delà de son cœur d'activité minier pour s'inscrire comme acteur du développement territorial dans le Lualaba. Une initiative saluée comme modèle de responsabilité sociétale des entreprises RSE dans un contexte où l'ancrage local devient impératif. Le projet avance et nous en sommes déjà à la deuxième phase. Le recensement général est une réalité, on en parle dans ces reportages. Cette opération de grande envergure fait suite à l'exécution de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, coordonnée par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, sous la conduite du vice-premier ministre et ministre du plan, Guilain Bouiza. C'est dans cette optique que la directrice générale de l'INES, Institut national des statistiques, Élisée Chauveau-Alima, est sur le terrain pour l'organisation du recensement général de la population de l'habitat deuxième génération. C'est là grâce à son expertise à la matière. Ce recensement qui est dans sa phase de cartographie pilote concerne que le territoire de Bulungu dans la province de Kwilu, la commune de Kinshasa dans la capitale et les territoires de Chikapa dans le Kasaï. Grâce à la dynamique, professionnalisme et technique de haute portée après 40 ans que cette opération est organisée sous le leadership d'Élisée Chauveau-Alima. Bon, nous sommes venus pour sensibiliser la population de Bulungu à accueillir cette activité et à s'approprier de cette activité. Et je voudrais demander aussi à la population de Bulungu d'ouvrir les portes aux experts pour qu'ils puissent collecter les données du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Soulignons que ce travail de l'INES sur les recensements consiste à rétablir les données socio-économiques et démographiques précises, fiables et intégrales à l'ère de la modernisation et innovation en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'ensemble du personnel de l'INES avec la DG Élisée Chauveau-Alima, la dame aux multiples innovations techniques qui accompagnent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit prêt à lancer ces processus après cette cartographie, tout en espérant du gouvernement la mise en disposition d'un budget provisionnel prévu pour la matérialisation de ces travaux. Il a réussi à remettre en surface les facteurs confiance au sein de l'administration publique. Eh bien, Jean-Pierre Liaou a été reconduit dans ses fonctions à la grande satisfaction évidemment des agents de l'État. L'enjeu ici, c'est la transformation systémique de l'administration publique. C'est ainsi que le vice-premier ministre de la fonction publique, s'est adressé au personnel de l'État. Nadine Kilosho et Mouké Maluma.
Reconduit à son poste, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été chaleureusement accueilli le lundi 11 juillet 2025 par les agents publics de l'État à l'occasion de la reprise officielle de ses fonctions. Le responsable des ressources humaines de l'État a martelé sur les défis à relever pour l'avènement de l'administration à la hauteur de la grandeur de la RDC. L'enjeu ici, c'est la transformation systémique de notre administration publique. Il faut aujourd'hui avoir le courage de réformer, de changer structurellement, profondément. Ça implique de bousculer des habitudes, d'éradiquer des antivaleurs, d'apporter de la vertu pour espérer redonner de l'espérance. Le vice-premier ministre s'est engagé à intensifier les réformes en cours pour que l'administration retrouve ses lettres de noblesse et serve effectivement la population. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État et de la première ministre pour cette marque de confiance qui m'a été exprimée. Et je voudrais dédier cette reconduction aux agents et fonctionnaires du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui traversent ce moment difficile. Je leur adresse un message de courage, de réconfort, un message de fraternité et de solidarité. S'appuyant sur le dialogue social comme levier de transformation, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réaffirmé son engagement à supprimer les privilèges en vue de remettre l'administration publique sous les rails de la performance, sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre. Il a été également reconduit dans ses fonctions à la tête de la Défense nationale. Guy Kabombo Mwadianvita était à l'honneur. Famille des militaires et leurs dépendants ont salué sa reconduction. Sandra Nyangui. Aux allures d'une journée porte ouverte, les dépendants de militaires de Kinshasa ont assiégé l'hôtel de la Défense ce lundi 11 août. Objectif, remercier le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la reconduction de maître Guy Kabombo Mwadianvita à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants au gouvernement Souminois II. Avec des calicots et fanfares, les familles des militaires ont exprimé leur satisfaction quant à la politique de proximité dont fait montre maître Guy Kabombo Mwadianvita et sa vision éclairée qui place l'homme au cœur de l'armée. La coordonnatrice de l'association Mwana Mapinga Telema, Christelle Kiakuba, a salué la volonté de maître Guy Kabombo Mwadianvita qui œuvre pour humaniser les FRDC et améliorer les conditions de vie des familles des militaires ainsi que de leurs dépendants. Elle a reconnu que la reconduction de maître Guy Kabombo Mwadianvita au ministère de la Défense nationale est un motif de satisfaction dans l'optique de la continuité des différentes réformes en cours dont seraient bénéficiaires les FARDC ainsi que leurs familles. Elle s'est exprimée en ce terme. Le ministre Mwadianvita est celui qui, pour la première fois, depuis notre naissance, qui s'est occupé également des aspects sociaux de ceux qui tombent pour ces pays. Il met l'homme au centre de son action. En l'absence du VPM de la Défense nationale qui se trouve actuellement au Brésil dans le cadre de la tournée gouvernementale en Amérique latine, le directeur de cabinet du VPM de la Défense nationale, le lieutenant-général retraité Rombo Mboyama Nsiona, a reçu la délégation et a réceptionné leur mémorandum promettant de transmettre fidèlement à qui de droit. Et dans la même logique, Jean-Pierre Tshimanga, ministre de la Pêche et élevage, également reconduit dans ses fonctions, l'administration et les personnels de ces ministères ont fait montre de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Rodé Panda. Reconduit à la tête du ministère des Pêches et élevage, le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a fait l'objet d'un accueil sans précédent, lui réservé dans la matinée de ce lundi 11 août 2025 par les agents de son cabinet à l'immeuble Mongala, sur la place royale à Gombe, au nom de toute l'équipe du cabinet Abraham Biliki Bokota et Alex Kande Kalombo, respectivement directeur de cabinet et conseiller juridique, ont adressé au ministre les félicitations pour le travail de titan abattu à la tête de ce ministère durant une année, un exploit qu'il a plébiscité auprès de la hiérarchie incarnée
par le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa. Nous rendons gloire à Dieu, ce puissant et notre seul maître, d'avoir par sa propre volonté accepté de vous laisser au même endroit. C'est comme ça le cabinet réuni. Nous venons en ce jour, qui est le premier jour du travail du mandat soumis à 2, vous présenter nos sincères félicitations. Cet accueil spontané a provoqué émotion et satisfaction du patron de la pêche et élevage, témoignant ainsi une action de grâce à Dieu le Tout-Puissant et pourvoyeur. Cette reconduction, il faut le dire, est le fruit de la collaboration de toute l'équipe du cabinet, a souligné le repromu. Mettons 3 km de Dieu. Amen. Travaillons la main dans la main pour mériter davantage la confiance du chef de l'État et de la Premier ministre. Confiance méritée, le patron de la pêche et élevage tient au développement de ce secteur pour ce mandat qui commence. À présent, le mois de l'Institut national de préparation professionnelle s'est clôturé. Moment propice pour parler des réalisations à travers des journées portes ouvertes. Mois initié en marge du 61e anniversaire de l'INPP. Georges Frédéric Ndibou. L'Institut national de préparation professionnelle, le INPP, vient de clôturer les festivités marquant les 61e anniversaire de son existence. En présence du président du conseil d'administration de l'INPP, l'honorable Jean-Marie Lukoulassi, du secrétaire général du ministère de l'Emploi et Travail, du représentant de la coopération japonaise et de la chambre du commerce cubaine. Le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a dans son mot réaffirmé l'engagement total de l'INPP à contribuer à la transformation sociale de la RDC à travers une formation professionnelle moderne, inclusive et tournée vers l'excellence. Le renforcement de nos partenariats stratégiques et surtout avec nos entreprises nationales qui demeurent les principales bénéficiaires de notre action. Chers partenaires, vous avez été et vous restez au cœur de notre action, au cœur de cette dynamique. Par votre engagement, votre confiance et votre appui constant, vous avez contribué à chaque pas de notre progrès. À vous, nous exprimons notre profonde reconnaissance. Le directeur général de l'INPP a également, lors de ces 2 journées de clôture, loué l'excellence de la coopération avec la JICA, l'AFD, la Chine, la Suède, l'OIT, pour ne citer que cela. Tout comme au lancement et à la clôture, pour lier l'utile à l'agréable, c'est dans une ambiance bon enfant que se sont clôturées les activités liées au 61e anniversaire de l'existence de l'INPP. La République démocratique du Congo aux couleurs de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août dernier. Le pays d'Houphouët-Boigny a célébré ses 65 ans d'indépendance. À Kinshasa, une soirée d'amitié entre les 2 pays a été organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en RDC. Images et commentaires. La capitale congolaise a été le cadre d'une vibrante célébration ce 9 août à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Les murs du cadre de réception, ornés aux couleurs orange, blanc et vert, ont accueilli une foule de dignitaires, de chefs de mission diplomatiques aux directeurs généraux d'entreprises publiques, tous venus honorer la nation d'Houphouët-Boigny, dirigée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en RDC, François-Xavier Zabavi, a donné le ton de la soirée avec un mot d'ouverture empreint de solennité et de gratitude. C'est un moment solennel, un moment précieux, parce que le pays a aujourd'hui 65 ans. 65 ans, comme le disait le président de la République lors de son discours du 6 août, c'est un âge, c'est l'âge de la maturité. Et nous sommes très heureux, justement parce que nous avons un pays qui va dans la bonne direction, sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La cérémonie a été rythmée par la projection d'un documentaire mettant en lumière les prouesses économiques de la Côte d'Ivoire. L'orchestre symphonique Kimbangus a agrémenté la soirée de ces mélodies, ajoutant une touche culturelle à cette fête nationale.
Le panafricanisme et la démocratie, deux concepts clés au cœur d'un colloque ici à Kinshasa. Joseph Oscar Mbalkaï. Ce colloque international et interdisciplinaire sur le panafricanisme et la démocratie organisé à Kinshasa a jeté les bases d'une réflexion de haut niveau sur la crise démocratique en Afrique et ses ressorts géopolitiques contemporains dans une démarche de quête absolue d'une paix durable. Les orateurs venus des différents horizons des États-Unis d'Amérique, d'Afrique et d'autres continents se sont interrogés à partir de quelle grille de lecture et avec quelle approche peut-on reconstruire la paix et libérer la démocratie de l'autoritarisme. Des pistes de solutions nouvelles ont été préconisées pour retrouver la paix au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques actuels en Afrique. On ne peut pas parler du panafricanisme sans parler de la RDC. Tous les défis et toutes les questions que nous voyons aujourd'hui, les grandes puissances se battent en quelque sorte pour accéder non seulement aux ressources naturelles, mais également au marché qui se trouve à Kinshasa. Et nous rendons par ce colloque hommage au professeur et ambassadeur Georges Nzongola Ntalaja, qui a eu à contribuer grandement pour l'éveil des consciences dans le contexte congolais et le panafricanisme de façon générale. À ce sujet, plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces colloques internationaux. C'est notamment institutions démocratiques, acteurs non étatiques, panafricanisme et idéaux lumumbistes, crise d'État et démocrature en Afrique, intégration et coopération régionale. Des approches appréciées différemment et qui ont débouché sur des recommandations pour le retour d'une paix durable en Afrique, avec un regard sur la démocratie et le souverainisme en Afrique. Sa fondation Acacia en Action apporte son soutien au processus de paix dans les Grands Lacs. En dehors de l'installation de membres du bureau du district de la Funa, il s'est agi d'un grand rassemblement. Vous allez voir sur ces images pour le soutien aux efforts diplomatiques du chef de l'État. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. Devant des milliers de membres de sa fondation Acacia en Action, la présidente nationale Acacia Bandjoubou Lambongo a installé ce samedi 9 août 2025 le chef des poules, cordon et président des districts de la Funa et de Moamba, cadre choisi le terrain à Sosa dans la commune de Kassavubu. Dans ce mot, la présidente nationale de la fondation Acacia en Action a demandé à la foule de prendre une minute de silence pour nos frères et sœurs de l'Est victimes de l'agression rwandaise. Au cadre du parti présidentiel UDPS, Acacia Bandjoubou Lambongo, récemment nommé ministre d'État, ministre des hydrocarbures, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette confiance renouvelée. Elle a invité la jeunesse congolaise à ne pas être manipulée par les ennemis de la République. Je viens vous parler en tant que mère et vous conscientiser. Il est temps pour vous de vous lever en tant que jeunes et patriotes. Vous avez pour rôle de soutenir toutes les actions qui contribuent au développement du pays, afin de retrouver la paix. Cette dernière fera en sorte que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les membres de son gouvernement puissent se concentrer sur le développement meilleur de notre nation. Signalons que la fondation Acacia en Action couvre maintenant toute la capitale congolaise. Elle compte actuellement plus de 100 000 membres à travers la République. L'action des femmes dans la gouvernance, des avancées certes ont été enregistrées, mais il reste encore du chemin à faire. Et cette question, comment renforcer alors la présence des femmes au sein des institutions du pays? Une conférence sur le leadership féminin a été organisée pour répondre à cette question. Images et commentaires. 10 ans se sont écoulés depuis que la République démocratique du Congo a ouvert un chapitre plus affirmé de la participation féminine dans les sphères décisionnelles, du Parlement au gouvernement, en passant par les entreprises publiques, la diplomatie et les organisations des sociétés civiles. La voix de femmes s'est progressivement imposée, rompant avec l'image d'une présence symbolique pour devenir une force d'action. La ministre honoraire de genre, enfants et famille, Gisèle Ndayaluseba, explique. À toutes les femmes leaders ici présentes, et celles que nous avons vu croître au fil des années,
Votre impact est profond et durable. Vous êtes bien plus que des leaders. Vous êtes des pionnières, des références, des modèles et des poumons du progrès. Les bilans, bien qu'encourageants, restent contractés. D'un côté, on note des avancées notables, la nomination de femmes à des postes stratégiques, la mise en place de lois et politiques publiques en faveur de l'égalité des genres, ainsi que la montée d'une nouvelle génération de leaders prêts à occuper l'espace public. De l'autre, le défi persiste. Résistance socio-culturelle, inégalité salariale, sous-représentation dans certaines instances et accès limité aux ressources pour les initiatives féminines. La femme, c'est quand même plus de 50% de la population. Et c'est souvent elles qui sont là au front, qui sont là pour consoler, qui sont là après les guerres pour pouvoir réparer toutes les difficultés qu'il y a eu pendant la guerre. Ces 10 années sont aussi l'occasion de reconnaissance. Il ne s'agit plus seulement de placer de femmes au poste de responsabilité, mais de garantir que leur présence influence durablement les politiques publiques, inspire les jeunes filles et transforme la gouvernance en profondeur. L'engin est clair. Faire de leadership féminin non pas une exception applaudie, mais une norme respectée. Voilà qui boucle complètement ce journal, la grande édition de 20h. Merci d'avoir été le nôtre durant une demi-heure. Merci également à la grande équipe, notamment André Njeka à la réalisation, et Simon Kankolongo, Étienne Lula à la prise de vue, Yannick Yangoumba à la prise de son, Alain Sodi à la régie finale, Nana Mouzazebo à la rédaction.